Ici Pat Gelsinger de chez Intel, vous me connaissez? Eh bien voilà, j'ai décidé d'adresser un message à TSMC. On va bientôt arriver en process et on va vous écraser. Vous allez rien comprendre, on va être largement supérieur. Bonjour, j'ai vu que vous deviez vous déplacer chez TSMC pour rencontrer les dirigeants de TSMC pour fabriquer des CPU et GPU Intel. Pourquoi vous ne les fabriquez pas dans vos propres usines? Je comprends pas. Eh bien en fait, c'est tout simple, j'adore TSMC. Ils ont de super process, ce sont les meilleurs au monde, je les adore, on a de très bonnes relations d'ailleurs avec eux. Et on a donc décidé de fabriquer nos CPU et GPU pour contrer AMD et Nvidia et ainsi devenir les leaders sur le marché de la carte GPU et des CPU. Voilà, c'est quand même assez simple à comprendre, non? Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Moult informations, et oui, moult informations. On va parler de jeux, on va parler de Scorn, on va parler aussi de Forbidden West, Horizon Forbidden West. J'ai oublié d'en parler lors du Game Awards, et bien je vais en parler à nouveau. On va parler également de Halo Infinite. Je joue à Halo Infinite, la campagne. Je vais dire ce que j'en pense après pas mal d'heures de jeu. On va parler d'Intel, Intel et TSMC. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On pourrait dire quelque peu comique quand même. On va parler aussi du CES 2021 ou plus particulièrement du QD OLED Samsung. Et oui, les nouveautés Samsung arrivent en OLED pour concurrencer LG. Et on va parler aussi bien entendu de Studio PlayStation. PlayStation, Sony ont acquis un nouveau studio. Et bien on va parler un peu de stratégie et de ce que ça veut dire. Alors tout d'abord, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Bientôt 16 000 abonnés. Alors il faut y arriver, 16 000 abonnés pour le cadeau de Noël pour la chaîne, ce serait super sympa. Commençons tout de suite par les jeux. Alors, durant ma présentation de toutes les nouveautés Game Awards, j'ai oublié de parler effectivement du nouveau trailer de Horizon Forbidden West. Je suis très hypé par ce jeu, vous savez que j'ai beaucoup aimé Zero Dawn, et donc j'attends avec impatience ce jeu. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Effectivement, ça a l'air meilleur en termes de texture, en termes d'effets lumineux, ça a l'air plus complet, les monstres sont plus colorés, les textures sont plus variées et plus nombreuses sur les créatures. Les humains sont mieux définis, les paysages aussi, il y a plus d'objets à l'écran. Maintenant, on verra la différence, la vraie différence en jeu lorsqu'on aura la comparaison vraiment exhaustive Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Donc non, ça ne va pas être un bond ultra majeur, il ne faut pas exagérer, bien que, attention, on aurait normalement du 4K 60 FPS, on verra dans quelles conditions, parce qu'il y aura peut-être, comme d'habitude, deux modes, 4K 30 FPS en mode optimisé graphiquement, et 4K 60 FPS optimisé en mode performance, on verra ce que ça va donner, et donc bien entendu, il y a quand même une nette amélioration, c'est ce que je veux dire, mais est-ce que ça va nous bluffer autant qu'a pu nous bluffer, par exemple, la démo de Matrix? Ce n'est pas certain, surtout que c'est une continuité. On a déjà été surpris, moi j'étais très surpris par Horizon Zero Dawn, par l'univers qui était proposé, l'univers graphique, toutes les idées qu'il y avait à l'intérieur de ce jeu, j'ai trouvé ça très novateur. Bien entendu, là c'est une suite, donc la surprise sera bien entendu un peu inférieure. J'espère quand même, et je compte là-dessus surtout, que l'histoire sera au rendez-vous. C'est un jeu où l'histoire tient une place assez importante. Peut-être un tout petit peu moins que The Last of Us ou The Last of Us 2, mais l'histoire doit prendre toute sa part pour nous entraîner dans cet univers assez étrange. Donc j'attendrai de voir le jeu en main pour vous dire ce que j'en pense. J'espère quand même beaucoup en termes d'innovation, pas que sur les créatures, même si sur les créatures c'est assez intéressant, mais également, je vous l'ai dit, sur le background. Alors Scorn, on a enfin une date. Alors il faut savoir que EBB Software, ça fait 9 ans qu'ils développent le jeu quand même, 9 ans. Et enfin ils ont donné une date, ils ont posé une date, il arrivera, je vous rappelle, sur le Game Pass Day One, il arrivera en octobre 2022. Donc ça c'est pas mal, il y a une date, au moins c'est figé, s'ils la tiennent, bien entendu. Je vous rappelle que c'est un jeu aventure horrifique. C'est essentiellement tiré, tout ce qui est visuel, le art graphique comme on appelle, est essentiellement tiré de l'œuvre de H.R. Giger. H.R. Giger qui est mort, mais il faut savoir que c'est un homme qui a énormément compté dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la biomécanique, en termes d'artistique, en termes de rendu artistique, puisque c'est lui qui a créé quand même essentiellement la créature d'Alien. Donc quand même, il faut reconnaître qu'il avait fait juste une créature pour l'époque, révolutionnaire. Il avait d'ailleurs travaillé juste avant sur un Dune qui n'est jamais sorti, et Ridley Scott a repéré son travail et l'a embauché pour faire les créatures, pour créer les créatures d'Alien, mais également tous les visuels intérieurs du vaisseau où ont été trouvés les œufs qui ont posé beaucoup de problèmes au Nostromo, à l'équipage du Nostromo dans le premier Alien.
Alors, Halo Infinite, eh bien j'y joue depuis pas mal d'heures maintenant et donc je peux donner mon avis sur ce jeu. Alors qu'est-ce que je vais dire? Déjà, premièrement, il faut savoir que je n'ai jamais joué aux autres. C'est important parce que certains peuvent être déçus de ce Halo Infinite par rapport aux anciennes versions, aux anciens opus. C'est important de le préciser. Moi, j'y ai jamais joué, donc je découvre Halo Infinite. Donc déjà, j'aime beaucoup, voilà, je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Est-ce qu'il est exempt de défauts? Non, il a quelques défauts pour moi. Le premier, bien entendu, c'est les véhicules. J'ai toujours autant de problèmes avec les véhicules. Alors, je ne sais pas si j'ai un problème avec la manette ou quoi que ce soit, mais c'est comme dans Cyberpunk 2077. J'ai énormément, et c'est même pire là, j'ai énormément de mal à conduire les véhicules correctement. C'est juste une galère. Je ne comprends pas comment c'est programmé. Alors, je vais regarder la manette pour voir si j'inverse les commandes, pour voir si effectivement je peux diminuer la sensibilité, etc. Mais c'est quand même assez galère. Le deuxième défaut, entre guillemets, ne me sautez pas à la gorge, mais c'est assez linéaire. On a beaucoup de monstres, après on a des étapes, des monstres, des étapes, des monstres. C'est beaucoup linéaire et un peu répétitif de ce côté-là, mais c'est évident, c'est un peu comme Doom, effectivement, comme tous les jeux de ce type-là, comme tous les FPS de ce type-là, effectivement, il y a quand même beaucoup de reproductions, de champs de bataille, etc., etc. C'est le cœur même du jeu, on va dire. Mais c'est un petit peu linéaire, et en particulier, scénaristiquement parlant, bah effectivement c'est un peu traditionnel, hein. C'est les bons contre les méchants, point final. Apparemment, hein, je suis à la moitié de l'aventure, je vais dire, apparemment c'est quand même assez ça, donc voilà. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel en termes de retournement de situation, et aussi en termes de cette notion, entre le noir et le blanc, il y a le gris, vous voyez ce que je veux dire, les méchants ne sont pas tout à fait méchants, ils ont des buts, et les gentils ne sont pas tout à fait bons, ils ont des buts aussi qui parfois peuvent les faire plonger dans l'autre camp. Par exemple, Game of Thrones, c'était assez bien représenté pour la plupart des personnages, pas tous, mais pour la plupart des personnages. Et bien là, non, c'est plutôt linéaire. Dernier point qu'on peut citer, est-ce que Halo est vraiment next-gen? Ah eh bien non, bien entendu. Alors ça ne veut pas dire qu'il est d'ancienne génération, il y a des nettes améliorations là aussi par rapport aux anciens Halo. Moi je trouve personnellement, en termes visuels, c'est quand même pas si mal que ça, on va en reparler dans les qualités. Mais effectivement, c'est pas encore tout à fait ce qu'on peut attendre du next-gen. Je pense qu'il y aura mieux dans l'avenir. Mais, parce qu'il y a un mais, bien entendu, tous ceux qui ont joué à Halo avant me disent d'ailleurs que ce n'est pas le but premier de Halo, ce n'est pas la claque graphique absolue. Ce qui est recherché dans Halo, c'est le multijoueur et effectivement la qualité de la campagne. Alors, quelles sont les qualités de ce Halo? Eh bien, premièrement, si le scénario est assez commun, assez traditionnel, la scénarisation par contre, elle est excellente. J'ai trouvé personnellement toute la traversée du vaisseau au début et puis même la suite, je trouve qu'il y a des intervalles avec en particulier des cinématiques très intéressantes. Et j'ai trouvé la scénarisation dans ce vaisseau qui est à moitié détruit, etc. etc. J'ai trouvé très très bonne cette scénarisation. Et même dans d'autres endroits, sur l'anneau en question, j'ai trouvé ça plutôt bien scénarisé et ça c'est important. La qualité du développement, écoutez, moi je la trouve quand même pas si mal que ça, je vous ai dit, c'est pas du next-gen qui va vous claquer totalement la rétine, mais c'est très très bien fait et c'est très beau, c'est tout à fait correct je trouve personnellement. J'ai vu que certains s'en plaignaient par rapport à ce qui avait été proposé tout au début, le premier trailer où vous voyez des animaux partout, etc. Certes, il y a beaucoup moins d'animaux qu'avant, des gros animaux en particulier, parce que des petits animaux, il y en a partout, effectivement, des volatiles, etc. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être un tout petit peu de vie, peut-être, mais c'est quand même pas si mal que ça, je trouve, en termes de paysage, c'est juste très très joli, moi j'ai trouvé personnellement. Alors la variété, on peut en discuter aussi, peut-être qu'il manque un peu de variété de paysages aussi, mais en tout cas, les paysages qui sont proposés sont juste sublimes. J'aime beaucoup également, avec l'intelligence artificielle, Cortana, j'aime beaucoup cet humour discret. Vous voyez, c'est pas un humour lourdingue comme certains jeux, alors pas tous, hein, bien entendu, parce que par exemple Marvel, Gardiens de la Galaxie, apparemment c'est juste excellent, mais à certains Marvel c'était un petit peu lourd, surtout en film. Ben là c'est un humour discret, mais très bienvenu, surtout avec le Major qui lui reste statique, un peu Judge Dredd on va dire. Et donc Cortana qui se fout un petit peu de sa figure des fois, c'est pas si mal que ça. Le sound design est pas si mal aussi, je trouvais qu'il était très très bon. Ce n'est pas du niveau de Returnal, mais quand même il est très bon. Donc personnellement, moi je suis très content, surtout au casque, on a l'ambiance, on a la 3D, ça virevolte partout. Le gameplay aussi, le gameplay est très nerveux, très efficace. Le grappin c'est juste excellent et c'est quelque chose qui a été rajouté, mais ce n'est pas anecdotique. C'est vraiment une utilisation qui peut être utilisée dans le combat pour attirer un ennemi, pour aller vers un ennemi, pour voler au-dessus des ennemis et ainsi tirer en l'air, parce qu'en plus vous pouvez faire des actions lorsque vous êtes en l'air, c'est juste excellent. C'est un petit peu comme le Spider-Man Miles Morales, vous savez, lorsqu'on lance sa toile, sauf que là on peut faire plein de choses en l'air, on peut utiliser cette action vraiment pour de la tactique. Et donc ça c'est juste excellent. Et pour finir, je dirais tout simplement l'envie d'y retourner, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque j'arrête une session, eh bien, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes après, j'ai envie d'y retourner pour continuer de jouer, donc ça prouve tout simplement, en tout cas pour moi, que le jeu est très bon. Alors, vous savez que je vous en ai parlé, que Pat Gelsinger, le patron d'Intel, va se déplacer à TSMC pour négocier, eh bien, sur du 3 nanomètres,
des places sur du 3 nanomètres qui va venir fin 2022 pour pouvoir processer ses propres GPU, CPU. C'est assez intéressant parce qu'en même temps, TSMC, ils sont pas dupes. Et oui, parce que, attention, Pat Gelsinger a dit en 2025, nous serons numéro 1 du process dans le monde, nous serons devant TSMC et nous serons devant Samsung. Il n'a pas dit que ça, d'ailleurs, Pat Gelsinger, il prêche également aux États-Unis pour que le gouvernement Biden, l'administration Biden, ne finance pas, vous savez, les subventions qu'ils vont donner pour les fabs, en particulier aux États-Unis, pour la fabrication de fabs, de process aux États-Unis, de process de plaquettes de silicium. Eh bien, Pat Gelsinger, il plaide pour que ces subventions aux États-Unis n'aillent pas aux fabricants asiatiques qui viendraient s'implanter sur le sol américain, c'est-à-dire Samsung et TSMC. Et ce n'est pas fini, Pat Gelsinger, il a également dit que la région Taïwan était une région à haut risque. Et oui, la Chine est à côté, etc., etc. Et donc, il valait mieux pas processer là-bas, mais qu'il fallait processer sur le sol américain. Et c'est d'autant plus marrant que lui, il va aller se déplacer à Taïwan pour aller négocier des places parce qu'il est dans une position difficile pendant quelques années. Mais comme je vous ai dit, TSMC n'est pas dupe parce qu'ils savent que dans 3, 4, 5 ans, lorsque Pat Gelsinger aura fabriqué ses fabs 3 nanomètres, voire 2 nanomètres, c'est ce qu'il vise en tout cas, Pat Gelsinger, eh bien il n'aura plus besoin de TSMC et donc il cessera toute commande chez eux. Donc je ne suis pas bien sûr que TSMC soit enclin à ouvrir en grand les portes de ses fabs à Intel. Alors les premières nouvelles arrivent, vous savez le CES 2022, qu'est-ce qui va sortir au CES 2022? Eh bien la première chose qui va sortir, c'est le QD OLED Samsung. QD OLED Samsung, c'est-à-dire des LED organiques comme les OLED LG, mais avec une petite différence, c'est-à-dire c'est le QD, vous savez, c'est le Quantum Dot. Et oui, le Quantum Dot, la spécialité de Samsung. Ces écrans qui vont sortir donc d'une usine de chez Samsung vont concurrencer les usines de chez LG OLED. C'est un système un peu différent et d'ailleurs Sony est très intéressé. Comme vous le savez, Sony fait déjà des OLED avec les dalles LG, et bien ils sont intéressés également d'en faire avec les dalles potentiellement Samsung QD. Alors qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces dalles? Eh bien à l'avenir, je dis bien à l'avenir, elles coûteraient potentiellement moins cher parce qu'il faudrait 13 opérations au lieu de 22 opérations avec les dalles LG actuelles pour les fabriquer. Oui, mais attention, les téléviseurs à base de QD OLED en 2022 à la sortie vont coûter beaucoup plus cher parce que pour l'instant, effectivement, la fabrication, il y a beaucoup de pertes de rendement. Et oui, c'est le début du rendement. Comme toute nouvelle technologie, on a beaucoup de pertes avant que ce soit bien entendu amélioré avec des cycles continuels d'amélioration. Pour l'instant, il y a beaucoup de pertes et donc on estime à 8 000 € le 65 pouces, peut-être même le 55 pouces, puisqu'il y aura deux modèles, 65 et 55 pouces pour l'instant, Samsung QD OLED, et on estime à 8 000 € en tout cas le 65 pouces, on verra si ces prix sont confirmés ou pas. Quel avantage de ces dalles par rapport à celles de LG? Deux avantages, hormis bien entendu le coût de fabrication qui devrait rapidement diminuer. Les deux avantages sont les suivants. Les OLED qui sont utilisés par Samsung, ce sont des OLED bleus et non pas blanches comme utilise LG. Et pourquoi LG n'utilise plus les OLED bleus? Eh bien parce que les OLED bleus sont celles qui s'usent le plus vite, le plus prématurément. Et donc bien entendu LG, pour se prémunir de ça, ont préféré prendre des OLED blanches, celles qui résistent le plus dans le temps, et mettre devant un filtre RGB. Vous savez, un filtre qui va redonner le panel de couleurs. Samsung, eh bien, ils ont fait autre chose. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'ils ont utilisé, effectivement, ils utilisent des OLED bleus. Quel risque pour l'avenir en termes de durée de vie? Quel risque? Parce que c'est très important la différence. Peut-être qu'ils ont trouvé une technique pour faire que les OLED bleus durent plus dans le temps. Et qu'est-ce qu'ils utilisent Samsung pour refaire la colorimétrie? Tout simplement leur Quantum Dot qui permet d'avoir un panel, selon eux, plus étendu qu'avec un simple filtre RGB type LG, donc plus de panels de colorimétrie et également un pic de luminosité beaucoup plus important. Et oui, parce que le filtre RGB a tendance à absorber la lumière, même si LG s'est beaucoup amélioré avec ses White OLED. Ils ont en plus une LED, en plus maintenant une OLED blanche. Ils ont 4 OLED LG, dont une qui est blanche, qui n'a pas de filtre, qui permet bien entendu de gagner en luminosité. Mais tout de même, la luminosité sur les couleurs est absorbée par ce filtre, alors que du côté de Quantum Dot, c'est moins absorbé. Et donc théoriquement, on aurait plus de luminosité sur ces écrans-là. Bien entendu, tout cela, on va le découvrir durant le CES 2022, et je vous en dirai plus quand on aura plus de chiffres techniques. Mais la dernière question que je me pose, c'est pourquoi Samsung fait ça? Parce que je vous rappelle que c'est les rois du micro-LED. Micro-LED qui coûte encore très très cher, mais micro-LED qui va enlever tous les défauts du OLED, en théorie bien entendu. Électronique LED et non organique LED, c'est-à-dire pas de durée de vie, enfin une durée de vie beaucoup plus étendue, pas de risque de marquage et tous les avantages du OLED, c'est-à-dire des noirs profonds, c'est-à-dire des contrastes absolus, c'est-à-dire aussi des temps de réponse pour le jeu en particulier très très rapide et bien entendu des angles de vision totales. Et donc pourquoi faire une ligne de production QD OLED
Peut-être parce qu'effectivement le micro LED n'est pas du tout prêt en termes de prix et que ça va prendre de nombreuses années, plus longtemps d'ailleurs que je l'avais prévu visiblement. Alors, PlayStation s'est payé un nouveau studio, Valkyrie Entertainment. C'est un petit studio, 50 personnes. Alors, j'ai entendu plusieurs choses sur ce studio. Pourquoi ils ont fait ça selon moi? Eh bien parce que déjà ils travaillaient avec. Valkyrie Entertainment a aidé plusieurs studios, c'est plutôt un studio qui aide les autres studios à finaliser des jeux, à améliorer certains aspects du jeu, peut-être même à porter des jeux dans le futur sur le monde PC, car ils connaissent le monde PC, ils connaissent le monde PlayStation, PC, ils ont même travaillé, j'ai entendu dire, sur Forza Motorsport 7, et donc, il y a certains qui disent « Ah bah, ils ont enlevé quelque chose chez Microsoft ». Non, il faut quand même pas exagérer. Je pense qu'effectivement, ils ont aidé à certains jeux, mais ce n'est pas pour ça que PlayStation Sony a pris ce studio, loin de là. Ils ont pris ce studio parce qu'ils travaillaient déjà avec, en étroite collaboration, sur plusieurs jeux, et qu'en particulier sur God of War Ragnarok, visiblement, ils vont travailler avec Santa Monica Studio pour les aider à finaliser le jeu pour, je vous rappelle, normalement 2022. La stratégie de PlayStation, elle est ainsi, c'est-à-dire grosso modo des gros studios qui vont travailler sur les jeux qu'on connaît, les AAA et autres, des studios qui vont également apporter de la technologie, comme Insomniac Games par exemple, qui va apporter de la technologie. Bien entendu, Guerrilla Games, Naughty Dog, Santa Monica Studio, ils ont leur propre moteur de jeu, mais Insomniac Games par exemple, ils ont amené énormément tout ce qui est temporal, anti-aliasing, le super échantillonnage aussi, donc ils amènent ainsi des technologies par des studios à côté qu'ils viennent de reprendre, et également du portage. Et oui, Bluepoint par exemple, ils font du portage, ils ont pris ce studio là, Valkyrie Entertainment, d'après moi, ils vont faire du portage et de l'aide à la finalisation, et c'est ça l'idée de PlayStation, c'est un cœur central, et autour bien entendu des satellites qui vont permettre d'accélérer le développement et d'offrir de nouvelles technologies à tous ces studios là. Donc c'est une acquisition toujours intéressante, on verra ce que va en faire PlayStation dans le futur, mais je pense que ça va aller dans cette direction. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.